Alors que la croissance française devrait se contracter de 11% cette année, les estimations changent au fur et à mesure que l'on avance dans l'année, eh bien la priorité du gouvernement est celle des conditions du rebond. La question que tout le monde se pose tourne autour des impôts, notamment ces milliards que l'État distribue. Vont-ils amener le gouvernement à augmenter les impôts? Comment résoudre cette équation financière des finances publiques françaises? Eh bien, il y a une personne qui a des éléments de réponse, c'est Laurent Saint-Martin, député de la 3e circonscription du Val-de-Marne et bien sûr rapporteur général du budget. Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. L'AREF est placée cette année sous le signe de la renaissance des entreprises de France sur fond de relance nationale et européenne. En quoi cela fait-il écho à vos travaux récents ? Alors ça va faire écho surtout au plan de relance qui va venir, mais effectivement c'est dans la continuité de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale depuis le mois d'avril, c'est-à-dire les budgets rectificatifs pour faire face à la crise. Le gouvernement, la majorité, a su faire face à la situation tout à fait exceptionnelle de l'économie, des entreprises, puisque notre économie a été mise sous cloche, nous avons forcé nos industries à s'arrêter, et donc il a fallu voter des budgets en urgence pour pouvoir mettre en place l'activité partielle, les prêts garantis, le décalage des charges, et donc toute cette activité-là, qui a été la nôtre et la mienne en particulier comme rapporteur du budget, nous allons la poursuivre avec le plan de relance qui sera annoncé le 3 septembre et que nous voterons en loi de finances cet automne. Alors les prêts garantis par l'État, on en a beaucoup parlé, les entreprises, ça les aide beaucoup. Est-ce qu'elles constituent un grand succès ? Oui, le prêt garanti par l'État, c'est un grand succès. D'abord parce que les entreprises avaient besoin de trésorerie à très court terme. Donc là, les banques, et je veux saluer leur travail et leur disponibilité auprès des entreprises pendant toute cette crise, ont joué le jeu, ont accepté de distribuer des prêts parce que aussi l'État, c'est vrai, s'est porté garant à 90%. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement des entreprises qui ont pu être sauvées en partie grâce à cet apport massif de trésorerie. Les entreprises vont devoir rembourser à partir de mars 2021, soit pour celles qui le peuvent tout de suite, in fine, soit elles vont devoir amortir leurs prêts sur plusieurs années. Et aujourd'hui, les banques sont en discussion avec le ministre de l'économie pour que tout ça puisse se faire dans des conditions tarifaires tout à fait acceptables pour ne pas aller pénaliser davantage les entreprises sur les années qui viennent. Alors vous dites les banques ont joué le jeu et c'est vrai qu'elles ont fait beaucoup. C'est les remontées que vous avez, vous qui êtes député en circonscription, parce qu'on a toujours des entreprises, des commerces qui semblent avoir du mal non pas à finir le mois, mais à passer l'année là. Oui, vous savez, dans ces cas-là, on entend que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc évidemment qu'il y a quelques cas où nous sommes intervenus, nous avons essayé de comprendre, nous avons fait un peu de médiation. C'est aussi notre travail d'élu de terrain, où les banques parfois rechignaient à accorder un prêt garanti par l'État, mais enfin en très grande majorité. Je tiens à dire que les banques ont joué le jeu, ont fait le travail d'octroi de crédit et nous comptons aussi sur elles pour les prochaines années parce que la relance, ça se finance, la croissance, ça se finance et nous aurons besoin aussi du secteur bancaire là-dessus. Alors, quelle était l'idée par rapport à cette dette en quasi-fonds propres, des prêts participatifs qui ne sont pas considérés en bilan comme de la dette? Bref, au niveau du bilan, il faut faire preuve de créativité dernièrement. Oui, c'est vrai que c'est bien beau de dire qu'il y a des PGE, des prêts garantis par l'État et que tout ça, ça sauve notre économie, mais après, les entreprises vont se retrouver face à un mur de dette. Et ici, tous les chefs d'entreprise le savent parfaitement. Donc il va falloir effectivement repenser un peu la structure bilancielle de certaines entreprises, notamment des PME. Alors, attention, le prêt participatif, tout le monde le présente un petit peu comme la solution magique. C'est bien parce que ça rééquilibre la structure bilancielle de la PME. Attention, ça reste un remboursement, ça reste quelque chose qu'il faut rendre à son créancier un jour. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est avoir une réflexion de fond sur le réinvestissement en capitaux propres des entreprises. Et là, nous avons un dialogue de place à avoir avec tout le capital investissement, mais aussi la puissance publique à travers BPI-France, à travers la Caisse des dépôts, qui va devoir jouer un rôle important dans les territoires pour savoir comment recapitaliser un certain nombre de nos entreprises. Là, je pense par exemple à certaines PME industrielles stratégiques sur lesquelles il va falloir aussi peut-être que la puissance publique intervienne en haut de bilan pour pouvoir accompagner nos entreprises et leur permettre justement de se réendetter demain pour pouvoir continuer à investir. La clause de sauvegarde votée en première lecture à l'Assemblée nationale prévoit 500 millions d'euros en 2020, si je ne m'abuse, jusqu'à 250 millions lors du deuxième acompte en 2021. C'est un bon pas pour aider à résoudre les problèmes. On en est où là ? Oui, alors c'est un bon pas, mais vous savez ce que l'on fait depuis le début de cette crise, quelle que soit la mesure, c'est de faire
pas par rapport aux besoins des entreprises. Nous avons refusé, je crois que c'est la bonne méthode, que gouvernement et Parlement, une fois n'est pas coutume, ne fassent pas ce fameux plan imposé par en haut, et puis les entreprises n'ont qu'à s'adapter. Nous avons écouté, nous avons surtout fait plusieurs budgets rectificatifs pour faire des allers-retours. Parfois, je vous donne un exemple, le fonds de solidarité que nous avons mis en œuvre. Au début, on avait dit qu'il y aurait un critère, c'est 50% de perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Nous avons vite vu, à l'écoute des entrepreneurs, que ce n'était pas possible, qu'il fallait aller plutôt sur un taux plus favorable, et nous les avons entendus, nous avons donc modifié ce taux. Et ben, c'est pareil pour l'ensemble des mesures. Nous les avons fait adapter, et le plan de relance est un plan de relance qui doit être à l'écoute des besoins des entreprises. J'en veux pour preuve un exemple phare en fiscalité, les impôts de production. Si on baisse les impôts de production, c'est suite à des mois et des mois de dialogue, notamment avec le MEDEF, mais pas que, avec l'ensemble des partenaires sociaux, sur la nécessité d'actionner certains leviers fiscaux pour réindustrialiser notre territoire, pour relocaliser certains de nos entreprises. Quelle vue d'ensemble avez-vous pour le plan de relance? Il sera précisé dans le détail la semaine prochaine. Quels sont les principaux axes qui ont guidé la réflexion? Ce qu'il faut retenir, c'est 4 principaux points pour moi. D'abord, c'est une relance verte. Je sais que tout le monde le dit, mais ce n'est pas pour faire joli. 30% des 100 milliards, 30 milliards d'euros, seront consacrés directement à la transition écologique de notre économie. C'est énorme, c'est sans précédent, c'est nécessaire. Et ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas demander aux entreprises de mettre un peu plus de fontaine à eau dans leur couloir. C'est directement repenser leur stratégie pour avoir des marchés de demain décarbonés. C'est repenser leur outil de production pour qu'ils soient moins carbonés. Donc ce sont des vraies transformations internes et de marché que nous allons demander aux entreprises à travers ce plan de relance. Donc la première chose, c'est vraiment une relance écologique, parce que l'urgence écologique, elle, n'attend pas, et que nous avons une opportunité avec cette sortie de crise et nous devons la saisir. La deuxième, c'est évidemment la souveraineté. Je crois que ce que cette crise a apporté comme évidence aux yeux de tout le monde, c'est qu'il n'est plus possible que autant de médicaments soient produits en Chine. Il n'est plus possible que nous ayons des crises de production quand les échanges sont contraints, comme nous avons pu le voir. Donc, là encore, impôt de production, c'est un exemple parmi d'autres, mais nous devons relocaliser nos industries. Donc la souveraineté, comme l'a très bien dit Geoffroy Roux de Bézieux, n'est absolument pas l'antonyme du libéralisme ou du libre-échange. La souveraineté, c'est juste la puissance économique retrouvée dans notre pays. Et puis il faudra aussi plus de moyens dans les compétences, la formation, notamment la formation longue durée. Et puis plus de solidarité. Je crois que nous avons besoin de sortir de cette crise en ayant bien pris soin que les plus fragiles d'entre nous soient bien protégés. Nous l'avons fait à travers la crise avec des aides directes aux foyers les plus modestes. Nous le faisons par exemple avec cette rentrée scolaire, avec l'allocation qui a augmenté de 200 euros. Donc ce n'est pas parce qu'on relance l'économie qu'on oublie les plus fragiles de nos concitoyens. Donc c'est ensemble, c'est ce fameux « en même temps » qui, je crois, nous est propre, que nous devons mettre en avant pendant cette relance. Alors quels sont les secteurs qui sont prioritaires pour l'affectation des moyens? Quels objectifs environnementaux et emploi vous fixez-vous également? Tous les secteurs doivent être accompagnés. Tous, comme ça a été le cas pendant la crise. Il n'y a pas de secteur discriminé. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand je vous parle de souveraineté, vous l'avez entendu de ma bouche, on parle beaucoup d'industrie. Donc oui, c'est vrai que si on veut réindustrialiser notre pays, alors il faut mettre en face les moyens fiscaux, budgétaires, réglementaires pour rendre attractif notre pays. En fait, vous savez, c'est assez simple. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Si on veut que des entrepreneurs reviennent en France, il faut leur donner un modèle d'attractivité à peu près comparable à ses voisins, ni plus ni moins. Là encore, la France ne va pas devenir un paradis fiscal demain. On veut juste rendre la France attractive. Je crois que Paris Europlace est là aussi sur ce campus. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que si on veut faire revenir des entreprises, si on veut faire revenir des emplois qui ont été trop souvent délocalisés, il faut tout simplement remettre les conditions. Et ça, c'est vrai pour tous les secteurs, mais particulièrement pour le secteur secondaire. On est dans une période exceptionnelle, à crise sanitaire exceptionnelle, moyens exceptionnels, et en même temps, ça donne des chiffres qui concernent les grandes masses de l'économie française qu'on n'a jamais vu. Des déficits budgétaires, dette publique, ça explose, on est sur des ratios spectaculaires. Donc, étonnant de voir un reporter du budget aussi souriant que vous, avec des chiffres comme ça sur les épaules. Face à cette crise, il n'y avait pas d'autre solution que mettre les moyens. Si on ne mettait pas les moyens, notre économie tombait à terre. Et cette REF aurait été un long enterrement d'entreprises que nous aurions dû accompagner vers la mort. Je crois que la responsabilité publique, c'était de mettre les moyens. Et oui, il est vrai, ces moyens
c'est aussi du déficit public et c'est de l'endettement complémentaire. Cet endettement, il existe. On ne peut pas le mettre sous le tapis, on ne peut pas considérer qu'il n'a aucune importance, il faudra le rembourser. On fait passer notre endettement sur PIB de 100% à plus de 120% en quelques mois. C'est colossal, c'est considérable. Beaucoup de pays sont dans ce cas-là. Mais nos créanciers, eux, voudront voir leur argent remboursé. En revanche, ce que je ne veux pas trop laisser penser, c'est qu'une dette souveraine, une dette d'État est comparable à une dette de ménage ou une dette d'entreprise. Non, ce n'est pas vrai. Une dette d'État, ça se refinance à des bonnes conditions, notamment aujourd'hui. Attention, ceci dit, il faut être vigilant, il faut toujours conserver cette capacité de refinancer notre endettement à bon coût. Et ça, comment ça se passe? Ça se passe par une politique de réforme, démontrer à nos créanciers et à la Commission européenne que notre pays est dans le sérieux budgétaire en dehors des dépenses exceptionnelles liées à la crise, et que donc la capacité à lever l'impôt, à rembourser ses échéances, à rembourser ses dettes, elle est bien maintenue pour les prochaines années. Il y a d'un côté le plan de relance français, d'autre part le Green Deal européen. Tout cela semble aller dans la bonne direction, sur les bonnes pistes. Et il faut quand même une articulation entre les deux. Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir sur l'articulation de ces différents plans de relance? Tous les axes que je vous ai donnés sont totalement compatibles avec non seulement la stratégie européenne, mais même le budget pluriannuel à venir européen. Mais ce qu'il faut bien retenir, je crois, de cette séquence au niveau européen, c'est de façon totalement inédite, enfin, une volonté commune européenne à lever de la dette ensemble, à lever de la dette mutualisée. On l'oublie un peu rapidement, mais c'est un précédent politique et économique absolument sans précédent. C'est un grand pas vers un fédéralisme européen que moi j'appelle de mes voeux. Et nous avons, malgré la réticence de quelques pays, nous avons réussi à lever de la dette par l'Union européenne. C'est totalement inédit. Et ça va amener demain à une initiative intéressante qui va être lever des ressources propres. J'ai entendu aussi Geoffroy Roux de Bézieux parler de la taxe carbone aux frontières. C'est un bon exemple de ressources propres pour l'Union. Et donc, nous avons profité de cette crise, je n'hésite pas à utiliser le terme, nous avons profité de cette crise pour faire des grands pas, des pas de géant dans la construction européenne, et c'est heureux. On parlait de fiscalité en ouverture. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir? Oui, la BCE agit, oui, tout est prévu, mais les Français, vous ne leur enlèverez pas l'idée, cette inquiétude qu'un jour, ils vont devoir payer, que la fiscalité, quelque part, va refléter les tensions d'aujourd'hui. Ce que je peux dire aux Français sans aucune difficulté, c'est que les impôts n'augmenteront pas d'ici à 2022, c'est-à-dire d'ici à la fin de notre mandat, c'est-à-dire la période de relance, la période de reprise. Pendant les 2 années qui viennent, nous allons diminuer la fiscalité de notre pays, que ce soit pour les ménages, supprimer la taxe d'habitation pour tous, enfin, pour tout le monde, jusqu'en 2023. Et puis pour les entreprises, baisse des impôts de production, baisse de l'impôt sur les sociétés qui va atteindre 25% en 2022. Enfin, c'était attendu. Mais ça, il faut quand même rappeler que ça s'ajoute à une baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages qui a déjà eu lieu. Il faut rappeler que pour les entreprises, ça s'ajoute à la baisse de charges pérennes qui est venue remplacer le CICE. Bref, c'est toute une dynamique de fiscalité attractive que nous continuons. On pourrait croire que la crise et créer une rupture dans notre politique fiscale. C'est l'inverse. Elle a accéléré la volonté d'avoir une fiscalité à la baisse. En revanche, est-ce que les impôts augmenteront demain? Pour nous, la réponse est non, pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle est déjà haute, et puis parce que c'est contre-productif en relance. Les entreprises ont besoin d'investir, les ménages ont besoin de consommer, donc ce n'est pas en augmentant la fiscalité qu'on aide à répondre à cela. Très bien. Il est partisan de l'économie de marché comme de l'orthodoxie budgétaire. C'est Laurent Saint-Martin, député de la 3e circonscription du Val-de-Marne et rapporteur général du budget serein dans une période où l'équation financière est tout de même très compliquée. Merci Laurent Saint-Martin pour cet entretien. Merci à vous. On se retrouve juste après une petite pause pour un nouvel entretien.